Bienvenue dans les échos de l'existence, le podcast qui éclaire nos questionnements intérieurs. Ici nos doutes, nos questionnements et nos réflexions sur la vie étaient des portes vers une plus grande compréhension de nous-mêmes et du monde. Les échos de l'existence est un espace d'exploration où nous plongeons au cœur des grandes questions qui nous habitent. Qui suis-je vraiment ? Quel est le sens de ce que je vis ? Comment transcender mes peurs et mes conditionnements ? À travers ces perspectives psychologiques, spirituelles, émotionnelles et humanistes, ce podcast vous invite à prendre du recul sur votre réalité quotidienne. Chaque épisode est une opportunité d'élargir votre conscience, d'ouvrir de nouveaux horizons et d'apprendre à naviguer avec plus de clarté et plus de sérénité dans l'aventure de l'existence. Alors laissez résonner ces échos en vous et avançons ensemble sur le chemin de la conscience. Et si cette introduction a retenu votre attention, alors je vous invite à laisser des commentaires et à partager avec les personnes qui pourraient être intéressées. Bonjour. Alors pour commencer cette série de podcasts, j'ai choisi de vous parler des racines. Mais pourquoi les racines ? Eh bien tout simplement parce que, comme les racines d'un arbre, c'est de là dont nous venons. C'est ce qui constitue notre personnalité. C'est la base de qui nous sommes. C'est à partir de cela que nous nous construisons. Mais en fait, de quoi parlons-nous exactement lorsque nous parlons de nos racines ? Parlons-nous uniquement de généalogie ou y a-t-il d'autres facteurs qui sont importants dans ce qui nous constitue ? Est-ce que lorsque nous parlons de nos racines, nous parlons uniquement de choses innées ? Ou certaines choses acquises font-elles partie de nos racines ? On peut aussi se demander, mais pourquoi vouloir toujours connaître ses racines ? À quoi cela sert-il ? Et peut-on faire autrement ? Peut-on éviter d'aller trouver ses racines ? Alors nous allons déjà parler des racines biologiques et généalogiques. Évidemment, nous avons tous un patrimoine génétique issu de nos ancêtres. Et certaines de nos caractéristiques, notamment physiques, sont issues de nos héritages biologiques. Toutefois, il arrive dans nos familles que l'on dise qu'un enfant a le même caractère que papa ou que maman, ou qu'il a des façons de faire comme son oncle ou comme sa tante. Mais alors, il peut y avoir ici quelques confusions. Peut-on dire qu'un enfant qui vient de naître ne tire son tempérament, son caractère, que de choses innées, des choses issues de son patrimoine génétique ? Peut-on dire qu'il hérite de la force de caractère de son père ou de la douceur de sa mère de façon biologique ? Cela voudrait dire que tout est inné. Et cela rendrait les choses particulièrement immuables et inchangeables. Vous l'avez compris, ce n'est pas la réalité, ou en tout cas, ce n'est qu'une toute petite partie de la réalité. Si la génétique peut expliquer ou nous donner des informations sur notre état de santé ou sur notre aspect physique, il ne faut pas oublier les héritages transgénérationnels, ceux qui nous viennent effectivement de nos lignées familiales. Ces héritages-là ne font pas partie de nos gènes. Ce sont des héritages de croyances, des héritages énergétiques qui sont incontestables, bien que impalpables. Certaines guerres ont laissé de profonds stigmates dans les familles. Des personnes déportées, décédées, ont laissé dans leur famille des habitudes de croyances qui leur sont propres. C'est à la suite de cela qu'ont été créées des techniques de psychothérapie dans les hôpitaux après la Seconde Guerre mondiale. C'est sur ces constatations, ainsi que sur les nombreuses observations dans le cadre de son cabinet de psychanalyste, que Bert Hellinger a créé cette thérapie transgénérationnelle que l'on appelle les constellations familiales. Les constellations familiales sont basées sur la mise à jour de l'inconscient familial. On peut imaginer, par exemple, que certaines femmes aient du mal à créer une vie de famille parce que
longtemps, dans leur lignée, les femmes sont restées seules à élever des enfants. Même si les causes en ont été différentes, cela peut être dû à une maladie, à une mort violente, à une guerre, peu importe. Mais de ce fait, dans ces lignées, des femmes restent chefs de famille sans soutien éducatif et financier de leur mari. Et c'est comme cela que certaines femmes, dans ces familles, peuvent hériter de croyances, de façons de penser, de façons d'être et de vivre leurs émotions. C'est comme ça qu'elles peuvent arriver à penser inconsciemment qu'elles ne sont pas faites pour vivre en couple. Si cela est important à signaler, c'est parce que cela peut laisser des marquages émotionnels et des croyances qui peuvent se transmettre de génération en génération. Un certain nombre d'entre vous, j'en suis sûre, ont pu regarder cette série qui s'appelle « Le chemin de l'Olivier » et qui illustre très bien ce principe d'héritage familiaux et celui des constellations familiales. Je ne vais pas ici développer ce concept, cette technique, ce serait beaucoup trop long, mais cela nous montre à quel point nous sommes héritiers de tout ce qui s'est passé dans nos lignées familiales. Il est important pour moi ici de vous signaler également que des scientifiques ont récemment mis en évidence le fait que certains traumatismes pouvaient laisser des marques sur le génome. Et la conséquence de tout ceci, c'est que nous pouvons hériter de façons d'être, mais aussi de ressentir des émotions. Nous pouvons hériter de certaines vérités qui ne nous appartiennent pas vraiment. En tout cas, des vérités qui trouvent leur source vers le vécu de nos aïeuls. Et de plus, ces croyances, ces vécus, sont souvent renforcés par des secrets de famille, des non-dits. Pour avoir fait quelques recherches généalogiques de mon côté, il se trouve qu'une partie de ma famille a été malade de la tuberculose. À l'époque, c'était une maladie très contagieuse et un peu honteuse. Alors, ça n'était pas dit, ça n'était pas marqué. C'est comme cela que dans les recherches que j'ai pu faire, il y avait très peu de documentation sur les personnes qui avaient été malades, et d'autant plus sur celles qui sont mortes de cette maladie. Ce n'était pas écrit, c'était caché. J'ai ainsi découvert, par hasard, que mon arrière-grand-mère était morte dans la maison de famille, sans que ce soit transmis. La chambre où elle était décédée avait été condamnée, et lorsqu'elle a été rouverte, la simple chose qui était dite, c'est que quelqu'un était mort ici. Ces non-dits créent quelque chose d'intense, une énergie qui reste là, bloquée. Cela permet ainsi de comprendre pourquoi il y a des nœuds dans les familles. Alors maintenant, une autre question se pose. Est-ce que nous pouvons dire qu'après ces réflexions, tout ce que nous sommes, nos tempéraments, sont issus de nos origines génétiques ou transgénérationnelles? Peut-on dire que le tempérament d'un enfant lorsqu'il naît est forcément génétique ou transgénérationnel? Ou doit-on croire qu'un enfant qui vient de naître commence son expérience de vie au moment de la naissance? Y a-t-il autre chose qui impacterait la conscience et le tempérament, l'attitude et tout l'univers émotionnel d'un enfant? On peut affirmer maintenant que la vie de l'enfant commence pendant la vie intra-utérine. Pendant cette période de vie, des expériences riches en émotions, peuvent être vécues par cet enfant. Il peut percevoir tout l'univers émotionnel de ses parents. Et au travers de tout cela, il peut se faire une idée du monde et de la vie. Alors, pour illustrer tout ce dont je viens de vous parler, j'ai choisi de faire le portrait d'une jeune femme que j'ai appelée Valéria. Je vais essayer d'illustrer
ce que je viens de vous dire en m'appuyant sur sa vie. Voilà, Valéria est grande, très grande. Elle a la peau claire et les cheveux frisés, tout à fait crépus, avec des yeux bleus. Elle est mince et élancée. Elle présente un physique peu ordinaire. En discutant avec elle, je me rends compte qu'elle a des origines africaines, ce qui explique ses cheveux crépus. Mais qu'une autre partie de sa famille, de ses origines, est plutôt du Nord, ce qui explique cette fois-ci ses yeux bleus et son teint clair. Sa mère lui parlait souvent de ses grands-parents dont elle aurait aussi hérité sa force de caractère. Cette force de caractère ne fait évidemment pas partie du patrimoine génétique, mais elle est inconsciemment considérée comme héréditaire par une partie de la famille. On sait maintenant qu'un bébé fœtus vit un grand nombre d'expériences dans le ventre de ses mamans. Et que ces expériences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou émotionnelles, ont une empreinte constitutive sur la personnalité de l'être qu'il va devenir. C'est ce que je travaille maintenant depuis de nombreuses années en cabinet, en séance de psychothérapie. Les fœtus que nous avons été ont tous vécu des expériences plus ou moins graves, plus ou moins difficiles, que nous avons amnésiées et qui ont forgé notre façon de penser, nos croyances et notre fonctionnement. Alors je reviens à notre amie Valéria. Lorsque les parents de Valéria étaient jeunes, ils étaient propriétaires d'une entreprise qu'ils avaient fondée. Quand la mère de Valéria était enceinte, son mari a tout naturellement souhaité que ce soit un petit garçon pour pouvoir reprendre le relais à la direction de l'entreprise. Quoi de plus naturel, me direz-vous? Eh bien, vous auriez raison. Mais voilà, le bébé fœtus, Valéria, a perçu que son père voulait un garçon et a compris qu'elle n'était pas suffisamment bien, pas suffisamment aimable pour combler les espérances de son papa. Elle a compris qu'elle n'était pas digne d'être aimée. Alors elle a dû développer de la force, beaucoup de force, autant qu'un garçon. La force de caractère de la famille. Alors nous venons d'aborder là un certain nombre de facteurs qui peuvent être considérés comme les racines de notre personnalité, de notre être, de notre façon d'agir. Mais dans tout ce qui peut avoir une influence sur notre vie quotidienne et nos ressentis, nos émotions, il est intéressant d'ajouter ce que nous appelons les souvenirs karmiques. De la même façon que les héritages transgénérationnels, les souvenirs karmiques trouvent leur origine avant la naissance, mais ne trouvent pas leur source dans les patrimoines génétiques. La notion de karma trouve ses origines dans la philosophie hindouiste et bouddhiste. Elle fait référence au fait que nos vies passées ont une influence sur notre vie présente et à venir. Selon la notion de karma, chaque acte passé crée des empreintes énergétiques qui se manifestent dans notre vie actuelle. Ces empreintes sont stockées dans notre être et forment ce que l'on appelle une mémoire karmique. Cette mémoire karmique contient des expériences vécues ainsi que des schémas comportementaux que nous avons développés au cours du temps. Alors, reprenons l'histoire de Valéria. Valéria est en couple depuis plusieurs années avec Julien, mais depuis quelque temps, ça ne se passe pas très bien. Tous les faits lui montrent que cette relation arrive en bout de course, et pourtant, elle a cette sensation qu'elle doit rester envers et contre tout avec son compagnon. Elle doit être là pour le soutenir et le protéger. Lors de l'exploration des souvenirs karmiques de Valéria, on peut s'apercevoir que Julien et Valéria se sont rencontrés dans une vie antérieure. Elle avait la responsabilité de l'intégrité, de la sécurité de la personne qu'était Julien à l'époque, mais elle n'a pas pu honorer son contrat. Dans la vie présente, elle reste donc avec cette croyance et cette empreinte selon laquelle elle doit prendre soin de Julien. C'est comme si elle lui était redevable,
comme si elle avait une dette envers lui. J'arrive maintenant à la fin des éléments que je peux considérer comme étant les racines de notre être, de nos comportements. Bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive, mais nous avons déjà quelques petits éléments. Je vais vous parler, pour finir, des dossiers akashiques. C'est une sorte de grande bibliothèque, une grande encyclopédie, où tout ce que nous vivons reste répertorié. Le cerveau serait comme un récepteur qui pourrait capter et analyser toutes les infos emmagasinées par la conscience. Lorsqu'on va consulter les mémoires akashiques, c'est dans l'intention de revivre certains blocages non résolus dans nos vies antérieures et de pouvoir dissoudre les envahissements émotionnels liés à ces histoires. Alors, au point où nous en sommes dans cette conversation, j'ai envie de vous dire ou de vous poser la question suivante. Ne peut-on pas dire que nos racines sont en fait une accumulation, un mélange, une synthèse de tout cela? Tout est imbriqué, interrelié. Il est important, pour mieux se connaître, d'aller visiter un maximum de ces espaces. Alors une autre question se pose. Mais pourquoi doit-on aller chercher ces racines et en connaître les détails? Peut-on faire autrement? Est-ce nécessaire d'aller retrouver ces racines? Je dirais que la première raison pour laquelle il me semble important d'aller voir ces racines, c'est de comprendre de là où on vient. Peut-on savoir qui l'on est lorsque l'on ne sait pas d'où on vient? De plus, les expériences passées, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, sont ce qui crée le terreau qui permet aux plantes que nous sommes de grandir, d'évoluer, et ceci de la façon la plus juste possible. Hormis la curiosité historique, connaître nos racines peut nous permettre de mettre du sens sur ce que nous vivons. Il ne s'agit pas là de trouver des excuses à des comportements inadaptés, mais de comprendre les mécanismes mis en jeu. À chacun ensuite de trouver les techniques ou les méthodes les plus adaptées, les plus appropriées à la personne qu'elle est, pour désactiver les mécanismes lorsque ceux-ci deviennent trop invalidants pour notre quotidien et pour éviter de reproduire les difficultés par des schémas inconscients. Et c'est ainsi que nous évoluons. Une dernière question se pose donc à nous. Peut-on faire autrement? Est-ce correct ou pas de ne pas avoir envie de trouver nos racines, de comprendre nos racines? Évidemment, c'est possible, et cela fait partie du libre choix de chacun. Nous pouvons très bien vivre notre vie au présent sans aller chercher dans le passé. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous le font. Nous pouvons très bien ignorer le passé. Nous pouvons mettre en place des comportements qui nous permettent de mettre de côté nos émotions et nos sensations. Ainsi, cela peut nous permettre d'avancer de façon beaucoup plus puissante dans un premier temps. Toutefois, il y a une contrepartie. En ignorant nos émotions et nos sensations, la carapace que nous mettons en place risque de nous priver des émotions les plus positives pour nous. Nous risquons alors de vivre de façon très automatique et de passer à côté de certaines joies de la vie. Les émotions sont des énergies puissantes. Ces énergies gravitent dans notre corps. Et si nous ne prenons pas le temps de les écouter, de les accueillir et de les laisser fluctuer, elles risquent de se cristalliser dans notre corps. Et à terme, elles risquent de créer des tensions, des douleurs, des malaises et même des maladies. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entre nous cherchent à regarder et à comprendre les origines de nos comportements, de nos habitudes, de nos émotions. Voilà, nous avons fait ensemble un petit tour rapide de ce que nous appelons les racines. Quelles sont-elles?
Comment se manifeste-t-elle? Et en quelque sorte, quelles en sont les conséquences? En conclusion, quelques petites dernières questions se posent à moi. Peut-on savoir où l'on va lorsqu'on ne comprend pas le sens de nos sentiments et de nos ressentis? Comment peut-on alors savoir ce qui est juste pour nous? Et bien sûr, comment gérer nos envahissements émotionnels si l'on ne comprend pas leur source? Le fait de comprendre pourquoi nous souffrons ne serait-il pas la solution pour améliorer notre vécu émotionnel d'une situation? Nous voilà arrivés à la fin de notre podcast. J'espère que cela vous aura donné quelques pistes de réflexion. Alors maintenant, je vais vous dire au revoir et à bientôt.